Tu veux, le livre, je l'ai mis en ligne, il est sur Amazon maintenant, je l'ai regroupé. Les 4 essais que j'avais fait sur tout ce qui est complexe et aliénation dans le monde afro-diasporique. D'abord, il y avait beauté enchaînée sur le complexe lié au corps. Et ensuite, j'ai développé sur crime, le complexe linguistique et tout ce qui est lié à ça. Ensuite, j'ai fait le complexe religieux, par les religieux, donc l'aliénation induite par les religieux. Et enfin, Bling Bling, qui est une autre forme de complexe, non des moindres. Il s'agit là de l'aliénation qui est le produit du matérialisme. Donc voilà, en gros j'ai fait ces 4 séparément, une centaine de pages pour chaque œuvre. Et là, je viens de les regrouper dans un seul et même livre qui est titré Aliénation et complexe et qui est disponible à la fois sur Bookelis et sur Amazon bien sûr. Alors, l'idée en fait c'est de développer donc ces différents complexe et aliénation, de manière à ce qu'il puisse avoir une suite logique. Au départ, j'avoue que l'idée n'était pas d'en faire un seul et même livre, mais après avoir terminé, je me suis aperçu que ce serait pas mal de faire cela pour les gens qui voudraient découvrir ces 4 thèmes-là simultanément dans un seul et même livre. Donc voilà quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, je peux développer par exemple, la partie bling bling que je viens de terminer, c'est lié au matérialisme. On constate que tout le monde aime les bonnes choses. Et ce n'est pas spécifique aux Africains, que ce soit dans la diaspora ou en Afrique. On peut voir que même dans les autres ères, sur les autres continents ou chez les autres peuples, tout le monde est attiré par les bonnes choses, par les belles choses, par les choses qui sont luxueuses. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même une spécificité en Afrique, dans la mesure où la culture ancestrale africaine semble en contradiction avec le matérialisme. J'ai sondé pour cela en fait les écrits de savants africains qui sont parfois pas très connus. Par exemple, Box, BO2C, un philosophe sénégalais de la région Sérère ou Wolof, je ne sais plus, et qui a laissé des écrits qui nous renseignent sur les sociétés africaines précoloniales. Donc en l'écoutant lui, puis aussi en faisant appel aussi à tout ce qu'on a pu avoir comme information sur les sociétés africaines précoloniales, j'ai pu me faire une idée que le fonctionnement des sociétés africaines n'était pas le même qu'aujourd'hui et que même il était diamétralement opposé à ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que le matérialisme moderne, donc, qui a supplanté le fonctionnement antérieur, qui est un matérialisme né de la colonisation. À partir de la colonisation, on a des archives que j'ai pu lire où les colons expliquaient comment ils faisaient pour soudoyer les chefs en Afrique en leur donnant ou en leur présentant du matériel en fait tout simplement. Donc il y a tout ce qui est, ça pouvait être des babioles, ça pouvait être des choses sans valeur, mais qui aux yeux de ces personnes-là, puisqu'ils n'avaient jamais vu ces choses-là, revêtaient une toute autre importance. Ça pouvait être des glaces, des miroirs, des vieux fusils, des lampes à pétrole, quelconque en Europe à l'époque, mais qui là-bas devenait tout de suite objet extraordinaire. Et donc à partir de là, on a commencé à changer, à péricliter en termes de civilisation, et à nous, les gens de cette époque-là ont commencé à se laisser, en fait, à vendre leur âme quelque part au matériel. Et donc ça s'est perpétué ensuite après la colonisation, au moment des indépendances, et jusqu'à aujourd'hui. On a vu que même les villes en Afrique
c'est exactement comme ça que ça se passe, que ce soit en Afrique ou même dans la diaspora, le matérialisme a pris un poids précieux. Et l'éducation, quand on voit une famille d'un pays, on peut se faire une idée du peuple. Et c'est pareil en Afrique. Au sein des familles, on voit bien quand même que la préférence va peut-être aux gens qui ont peut-être pu démontrer avoir un petit peu de moyens et que, quel que soit l'âge, même s'il y a des personnes qui sont plus âgées ou des personnes qui sont plus humains, moralement, etc., ça pose pas de problème de les mettre à l'avant et de faire comme s'ils étaient au-dessus de tout soupçon de corruptibilité ou d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est lié au matérialisme et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire cette partie-là des aliénations et des complexes que j'ai développé dans ce livre. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je ne peux pas tout dire là directement, mais voilà, il y a des éléments que j'apporte, il y a pas mal d'archives, pas mal de faits réels que je rapporte suite à mes recherches et qui prouvent que le matérialisme est un élément de complexe et d'aliénation pour le monde afro-diasporique. Et il serait temps de chercher les voies et moyens d'en sortir si on veut nous retrouver, parce que qui dit aliénation dit sortie de soi-même, devenir étranger à ce que l'on était. Donc si on veut revenir en nous-mêmes et sortir de l'aliénation, il va falloir aussi s'attaquer à ce matérialisme-là qui n'est pas inné chez nous, et comme il ne l'est peut-être pas chez les autres civilisations, mais en tout cas pour les Africains c'est vraiment très récent. C'est avec la colonisation qu'est arrivé le matérialisme moderne africain qui pose tant de problèmes aujourd'hui au sein des sociétés et surtout des familles. Peu avant, j'avais écrit mon livre, le petit livre sur l'aliénation religieuse. Donc là, c'est pas tout à fait l'aliénation religieuse, c'est l'aliénation par les religieux, c'est-à-dire l'instrumentalisation des religions par des personnes qui se disent religieux et qui ont en fait un agenda politique. Et ça, là aussi, j'ai effectué des recherches, mais il n'y a pas besoin d'aller loin. Aujourd'hui encore, on peut voir le terrorisme qui sévit, notamment en Afrique, au Sahel, mais même quand on a vu en Centrafrique, au Somalie ou autre, il y a toujours un petit parfum de religieux là-dedans. Et donc on voit bien que la religion est instrumentalisée pour arriver à un but qui est un but politique. C'est pas simplement, je pense pas que ces gens-là veulent absolument que vous soyez de telle ou telle religion. Je pense que c'est pas ça le plus important. Je pense que le but réel, c'est de vous évincer de vos territoires, de vos richesses, et en utilisant pour cela Dieu. Donc ça, c'est ce que j'essaie de démontrer un peu dans ce livre. Là aussi, en faisant des recherches, en citant des sources, en faisant aussi le parallèle entre ce qu'étaient les religions anciennes en Afrique et ce qu'a apporté les religions qui sont arrivées ensuite. Je souligne dans ce livre que les Africains n'ont jamais cessé de prier, hein. C'est simplement qu'ils ont cessé de prier en étant eux-mêmes. Et donc forcément, ça posait un petit problème puisqu'il a fallu à ce moment-là passer d'un stade où on était responsable, où on était acteur, à un stade où on était juste en passif, où on était juste en exécutant d'ordres que souvent on ne comprenait pas ou qui souvent aussi allaient à l'encontre de notre véritable nature. Donc voilà ce qu'en était de l'aliénation religieuse. Peu avant, j'avais écrit sur l'aliénation, cette fois-ci linguistique. Donc là, c'est à peu près la même chose, sauf que pour moi, je trouve que c'est la pire des aliénations qu'on a subies, et là aussi, qui trouve ses sources avec la colonisation. Et quand les colonisateurs sont arrivés, notamment en Afrique de l'Ouest, ce qu'ils ont fait, c'est de créer des écoles qu'on peut appeler l'école des otages, où
on enseignait directement aux fils des notables l'alphabet des colonisateurs. Donc on a commencé à les, c'est le terme que moi j'emploie en tout cas, à les réinitialiser comme on pourrait réinitialiser une machine qui du coup perdrait tout le programme de départ. C'est ce qui s'est passé en Afrique, selon moi, où on a réinitialisé donc des peuples entiers en leur enlevant complètement leur savoir ancien, parce que je le dis dans le livre, il y avait des alphabets, il y avait des écritures, et surtout il y avait des langues. Aujourd'hui encore, on parle de 3000 langues en Afrique, donc il n'y a pas de manque de langue, mais il y a une langue ou deux, trois langues qui sont des langues étrangères qui sont arrivées, qui se sont superposées sur les autres langues en les mettant de côté et en faisant croire que pour être civilisé, pour être humain, pour être acceptable, pour réussir dans la vie, il fallait épouser leur langue. Donc à partir de là, on a d'abord réinitialisé donc les populations à qui on enseignait le nouvel alphabet, que ce soit le français, la langue française, la langue anglaise, la langue portugaise, la langue espagnole. Et on a réinitialisé des générations et des générations d'Africains. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a des présidents qui se présentent sur des arènes internationales, et qui parlent quoi? Qui parlent la langue du colonisateur au lieu de parler leur propre langue. Sachant que dans leur pays, il y a encore aujourd'hui des pans entiers des populations qui ne comprennent pas ces langues-là. Donc c'est absolument unique dans ce monde, ce que font les élites, les leaders africains lorsqu'ils font de ces langues leur langue nationale, qu'ils font de ces langues leur langue de travail, qu'ils relèguent leur propre langue alors qu'il y en a 3000 en quantité négligeable. Et ça ne s'explique que par le complexe créé par la réinitialisation dont je parlais au départ, que j'expliquais il y a quelques instants. Et donc le premier des livres, j'en viens au tout premier, qui était Beauté enchaînée. Donc là on touche au physique. Le physique, là aussi, on ne pourra pas dire le contraire, c'est la colonisation qui est au fondement, même si au contact des populations au teint clair qui étaient auparavant les populations arabes, il y a pu y avoir là aussi du colorisme, mais ça s'est accentué avec l'arrivée des Occidentaux lors de la traite transatlantique et puis ensuite de la colonisation. On a mis en place le colorisme que l'on retrouve d'ailleurs dans les Caraïbes à une puissance encore plus marquante. Et donc ce colorisme-là, de dire que voilà, plus tu as le teint clair, mieux c'est, plus tu as le ton ébène, plus là au contraire tu seras considéré comme moins doté par la nature. Donc ça c'est un complexe qui a été imposé et qui a poussé des générations là aussi de femmes à chercher à ressembler à avoir le teint clair, que ce soit avec les clairs éclaircissantes, véritable fléau qui cause des maladies et qui en plus ampute le pouvoir d'achat de millions de femmes à travers le monde. Mais il y a les faux cheveux, les perruques que portent beaucoup de femmes là aussi pour tenter d'encarner le canon de beauté imposé par l'Occident et qui est une véritable balafre, un véritable attentat. Moi j'appelle ça un attentat à la personnalité, un attentat à la personnalité noire, d'aller porter des cheveux qui sont des cheveux reconnus comme étant la texture de cheveux de peuples étrangers, et de mettre ça sur sa tête sans même comprendre à quel point c'est s'auto-flageller en fait, c'est se livrer, quelque part c'est pousser à la détestation de soi quelque part. Donc effectivement, mais c'est pas de leur faute. Et c'est ce que moi j'ai compris, c'est que c'est pas de la faute de ces femmes-là.
C'est cette histoire-là de colorisme qui date de la colonisation et de l'esclavage qui a abouti à ce qu'on voit aujourd'hui maintenant de beaucoup de femmes noires qui ne se sentent belles qu'en mettant des cheveux des autres, mais très rarement avec les leurs. Il y a eu une courte période dans les années 60-70, ou même je dirais entre 50, fin des années 50 et début des années 70, où il y a eu un regain de fierté noire qui a poussé notamment aux États-Unis avec le mouvement Black is Beautiful, où on a commencé à ce moment-là, à avoir des mouvements avec des femmes en coupe afro, qui montraient leur fierté d'être afro, etc. Mais ça a vite disparu sans qu'on s'en aperçoive. Et aujourd'hui, avec les nouvelles stars, les égéries de la mode ou de la musique moderne, comme Nicki Minaj, on a aussi la malienne, là, j'oublie son nom, la méga star malienne là, en France. Je vois pas trop, tu sais pas quoi, dis-moi. Aya Nakamura. Aya Nakamura, voilà, donc toutes ces femmes-là qui sont des égéries, qui sont des superstars et qui, à chaque fois, on les voit avec des cheveux perruqués lisses, et cela ne peut pas arranger le complexe. Ça ne peut que l'aggraver. Beaucoup de jeunes filles vont grandir avec cette image-là, avec parfois même sans connaître l'histoire, en n'y voyant pas de mal, mais qu'elles le fassent par complexe direct ou par complexe indirect. Le complexe indirect étant le fait qu'elle porte ses faux cheveux, mais sans connaître l'histoire qui est derrière. Mais à la base, c'était le complexe de toute façon. Et donc, de toute façon, que ça soit de manière directe ou indirecte, ça reste quand même complexe et c'est ce que j'ai développé dans ce premier livre. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Ces 4 livres sont disponibles sur Amazon, mais voilà, je les ai regroupés dans un ensemble que j'ai titré Aliénation et complexe, édition intégrale, que vous pouvez vous procurer sur Amazon.